Lors de ce dîner de Noël, mes parents ont offert des cadeaux coûteux à tous les petits-enfants, sauf à ma fille. Ma mère a dit, pas de cadeau pour toi. Débrouille-toi toute seule. Je me suis approché, j'ai pris le cadeau que ma fille avait fabriqué, et je l'ai déchiré en 1000 morceaux juste sous les yeux de mes parents. Quand ils ont réalisé sa véritable valeur, ils sont restés figés par le choc, sans voix. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Dubois. J'ai 36 ans, je suis fonctionnaire de niveau intermédiaire au bureau municipal d'Aulnay-sous-Bois. C'est une petite ville nichée sur les rives de la Seine, où des vents froids balaient les rues enneigées en hiver, et où l'été apporte l'odeur du poisson frais du port, mêlée à l'air salin du fleuve. Aulnay-sous-Bois est le genre d'endroit où tout le monde connaît le nom des autres, où les supérettes, les petits cafés et les vieilles églises forment le cœur de la communauté. La vie ici est tranquille, mais pas toujours facile. Surtout pour moi, qui ai grandi dans une famille où l'amour qu'on me portait était toujours quelque chose à mériter, à rechercher, mais rarement à conserver. Je suis l'aîné de la famille Dubois, une famille typiquement de classe moyenne à Aulnay-sous-Bois. Mon père, François Dubois, et ma mère, Juliette, possèdent une supérette appelée l'Étal d'Aulnay dans la rue principale. Ce magasin est la fierté de mon père, avec son enseigne rouge délavée et ses étagères garnies de snacks, de lait en conserve et de divers articles. Ma mère travaille au comptoir, souriant toujours aux clients, mais ce sourire ne m'atteignait jamais vraiment. J'ai 2 frères et sœurs plus jeunes, Cédric, qui a 3 ans de moins que moi, et Béatrice, qui a 5 ans de moins que moi. Cédric est la fierté de mon père. Un garçon vif, doué pour le football, sachant toujours faire rire les gens. Béatrice est la petite princesse de ma mère, avec ses cheveux blonds dorés et ses yeux bleus qui font fondre tout le monde. Et moi? Je suis juste Nathanaël, l'aîné, celui qui est toujours mis de côté, oublié, négligé. Dès mon plus jeune âge, j'avais l'habitude de porter le fardeau. Ma mère était occupée par le magasin, mon père absorbé par le sport à la télévision. Je suis donc devenu celui qui s'occupait de Cédric et Béatrice. À 7 ans, je savais changer les couches de Béatrice, préparer le lait en poudre pour Cédric et nettoyer la cuisine grâce après que ma mère ait préparé le dîner. Je ne me plaignais pas, non pas que je ne le voulais pas, mais parce que je savais que si je parlais, mon père criait, « Tu es l'aîné. Tu dois être responsable. » Ma mère me regardait simplement, les yeux fatigués et distants, comme si j'étais une autre corvée ménagère dont elle devait s'occuper. Les anniversaires étaient les jours que je redoutais le plus. Cédric recevait de grandes fêtes avec des gâteaux au chocolat à 3 étages et une foule d'amis de son équipe de football. Béatrice recevait de nouvelles robes et des cadeaux emballés dans du papier brillant. Et moi? Mes anniversaires passaient tranquillement. Pour mon 12e anniversaire, j'ai attendu toute la journée pour voir si mes parents se souviendraient. Ce soir-là, ma mère a posé un cookie rassis sur la table et a dit, « Oh, j'ai oublié. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Tiens, prends ça. » Mon père m'a juste tapoté l'épaule et a dit, « Tu es un homme maintenant. Tu n'as pas besoin de cadeaux. » J'ai ravalé mes larmes, j'ai hoché la tête et je me suis dit que je n'avais pas le droit d'être triste. Mais mon cœur, il souffrait. Ce sentiment d'être oublié était comme une coupure superficielle d'un couteau. Pas assez pour tuer, mais assez pour laisser une cicatrice. J'ai excellé à l'école. Vraiment excellé. J'ai toujours été en tête de ma classe en mathématiques et en littérature, remportant même un concours d'essai au niveau de l'État à 15 ans. Mais mon père ne l'a jamais remarqué. De bonnes notes. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? As-tu déjà fait gagner de l'argent à cette famille, disait-il, sa voix dégoulinant de déception. Ma mère défendait toujours mes frères et sœurs, surtout Cédric. Une fois, quand Cédric a cassé la porte vitrée du magasin en lançant une balle, ma mère s'en est simplement amusée. Oh, c'est juste un garçon plein d'entrain. Mais quand j'ai accidentellement renversé une caisse de lait dans la réserve, mon père a crié si fort que tout le magasin pouvait entendre. Tu es toujours si maladroit, sans ambition. Je suis resté là, à 13 ans, les mains collantes de lait, le cœur collant de honte. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai travaillé au magasin après l'école, nettoyant, réapprovisionnant les étagères, apprenant même à réparer la caisse enregistreuse quand elle tombait en panne. J'ai renoncé à ma bourse universitaire pour Cédric parce que mon père a dit, « Ton frère a plus besoin de cette opportunité. » Je ne suis pas allé à l'université. Au lieu de cela, j'ai trouvé un emploi au bureau municipal en tant que fonctionnaire avec un salaire juste suffisant pour vivre. Je ne m'en suis pas plaint. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais au fond de moi,
je savais que j'avais tout sacrifié juste pour gagner un seul regard de fierté de mes parents. Ce regard, cependant, je ne l'ai jamais reçu. Puis j'ai rencontré Léa. Elle était la lumière dans mes jours les plus sombres. 3 ans plus jeune que moi, Léa était professeure d'art dans l'école primaire locale. Elle avait des cheveux bruns doux et bouclés, des yeux aussi brillants que la Seine par une journée ensoleillée, et un sourire qui faisait fondre tout. Léa a grandi dans une famille d'agriculteurs à la périphérie d'Aulnay-sous-Bois, où elle a appris à cultiver des tomates, à s'occuper de poulets et à peindre des tableaux vibrants de champs de blé. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'été où elle vendait de petites peintures pour récolter des fonds pour sa classe. J'en ai acheté un champ de fleurs sauvages sous un coucher de soleil. Et à partir de ce moment, j'ai su que j'étais amoureux. Nous nous sommes mariés quand j'avais 26 ans. Léa est tombée enceinte peu de temps après, et Élise est née. Notre petite fille avec les yeux de sa mère et un sourire qui me faisait fondre le cœur. La vie semblait complète, mais alors le destin a frappé un coup cruel. Quand Élise n'avait que 3 ans, Léa a commencé à se sentir fatiguée, à perdre du poids et à souffrir de douleurs abdominales inexpliquées. Les médecins ont diagnostiqué un cancer du pancréas, stade 4. Léa s'est battue, mais 1 an plus tard, elle m'a quitté, Élise et moi. Je me souviens encore du jour de son décès, allongé dans le lit d'hôpital, me tenant faiblement la main, murmurant « Nathanaël, tu es un père extraordinaire. Prends soin d'Élise, et ne la laisse pas se sentir aussi seule que tu l'as été. » Je me suis brisé, mais je n'ai pas eu le temps de m'effondrer car Élise avait besoin de moi. Elle n'avait que 4 ans, les cheveux attachés en queue de cheval, serrant l'ours en peluche que sa mère lui avait acheté, demandant « Où maman est allée, papa ?» Je ne savais pas comment répondre, alors je l'ai simplement tenue près de moi, essayant de retenir mes larmes. À partir de ce moment-là, je suis devenu père célibataire, jouant les rôles de père, de mère et d'ami pour Élise. J'ai appris à lui tresser les cheveux, à préparer de la soupe au poulet et à lui lire des histoires avant de dormir chaque soir. Je travaillais toute la journée, puis rentrais jouer avec elle, l'emmenais à ses cours de piano, au parc, essayant de combler le vide que Léa avait laissé derrière elle. Mes parents, comme d'habitude, n'ont pas beaucoup aidé. Ils envoyaient occasionnellement de l'argent, mais cela venait toujours avec des mots qui me blessaient. Ma mère disait, élever un enfant seul doit être difficile. Veux-tu que je garde Élise quelques jours? Mais quand j'acceptais, elle était trop occupée avec d'autres petits-enfants, laissant Élise ignorée dans un coin avec une vieille tablette. Mon père disait simplement, un homme doit être fort. Pas de lamentation. Cédric et Béatrice, maintenant adultes, étaient encore pires. Cédric, maintenant banquier à Lyon, s'est moqué de moi une fois. Tu l'as bien cherché pour avoir voulu jouer au héros. Béatrice, vivant avec son mari à Marseille, m'a envoyé un SMS, élevé comme ça, Élise deviendra une enfant gâtée. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatigué de leur pique. Je ne m'attends pas à ce qu'ils comprennent. J'aimerais juste qu'ils regardent Élise, qu'ils voient à quel point elle est belle et intelligente, et à quel point elle a besoin de leur amour. Mais non, ils la traitent comme ils m'ont traité, comme une étrangère dans la famille. Chaque fois qu'Élise rend visite à ses grands-parents, elle apporte des dessins qu'elle a fait elle-même, mais ma mère se contente de les regarder et de les glisser dans un tiroir, sans jamais les accrocher. Mon père dit, à quoi bon les enfants qui dessinent? Ils comprendront la vie en grandissant. Je vois la déception dans les yeux d'Élise, et j'ai l'impression que mon cœur se brise. Je me jure que je ne la laisserai pas grandir en se sentant négligée comme moi. Élise, ma petite fille, a maintenant 10 ans. Elle a les cheveux doux et bruns comme ceux de sa mère, des yeux brillants comme la Seine, et un sourire qui me fait oublier toute la fatigue d'une longue journée au bureau municipal. Mais ce qu'il y a de plus spécial chez Élise, ce n'est pas son apparence. C'est sa voix. Une voix claire et pleine d'âme qui semble porter des histoires indicibles. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai entendue chanter à l'âge de 5 ans. Debout au milieu de notre petit salon, chantant à tue-tête une chanson folklorique que Léa avait l'habitude de chanter. Je suis resté là, stupéfait, les larmes coulant sur mon visage, ayant l'impression que Léa était quelque part à proximité, nous souriant. À partir de ce moment, j'ai su qu'Élise n'était pas seulement ma fille. Elle était un miracle, un cadeau que je devais protéger de toute ma vie. Élise ne chante pas seulement magnifiquement. Elle a un grand cœur. Je m'en suis rendu compte quand elle a commencé à apporter ses dessins et ses chansons à l'école, les partageant avec ses amis et ses professeurs. Sa professeure de musique, Madame Dubois, m'a appelé une fois à l'école et m'a dit « Nathanaël, je n'ai jamais vu une élève comme Élise.
Elle n'est pas seulement talentueuse. Elle a une façon de faire ressentir des émotions aux gens à travers sa voix. J'ai hoché la tête, rempli de fierté mais aussi d'inquiétude. J'avais peur que le monde extérieur avec toute sa rudesse ne la blesse comme il m'avait blessé. Puis un jour, une opportunité s'est présentée. La ville d'Aulnay-sous-Bois organisait un spectacle de talent local, un événement annuel sur la place centrale où les familles se rassemblaient sous des lumières scintillantes et des étals de crêpes. Élise, alors âgée de 9 ans, a insisté pour participer. « Papa, je veux chanter la chanson de maman, » dit-elle, les yeux pétillants. J'ai hésité, non pas parce que je doutais de son talent, mais parce que je craignais les regards critiques et les commérages de cette petite ville. Mais en regardant Élise dans les yeux, je n'ai pas pu dire non. « D'accord, ma chérie, » ai-je dit, mais je serai juste en dessous de la scène pour t'encourager. Le soir du spectacle, Élise est montée sur scène dans une simple robe verte que Léa avait cousue. Elle tenait le microphone, semblant minuscule sous les lumières de la scène. Mais quand elle a chanté La Bohème, la chanson préférée de Léa, toute la place est tombée dans le silence. La voix d'Élise n'était pas seulement belle. C'était comme une histoire guidant tout le monde à travers des champs de fleurs sauvages, des journées chaudes et ensoleillées, et même la douleur de la perte. Quand elle a atteint le refrain, j'ai vu des gens dans la foule s'essuyer les larmes. La vieille dame qui vendait des crêpes au coin de la place tenait la main de son mari, secouant la tête d'incrédulité. Même le maire, connu pour son comportement sévère, s'est levé pour applaudir à la fin d'Élise. Une vidéo de la performance d'Élise enregistrée par un membre du public a été mise en ligne sur YouTube. Du jour au lendemain, elle est devenue virale. On l'appelait la fille d'Aulnay-sous-Bois à la voix angélique. De quelques milliers de vues, la vidéo a rapidement atteint le million. Élise, ma petite fille, est devenue une sensation. J'étais stupéfait. Je n'avais jamais imaginé que cette petite ville où j'avais grandi oubliée puisse la lancer sous les feux de la rampe mondiale. Mais Élise ne s'est pas arrêtée là. Elle avait une idée encore plus grande, une que je n'avais pas anticipée. Un soir, alors que nous mangions les pâtes que j'avais maladroitement préparées, Élise me regarda, les yeux pleins de détermination. « Papa, je veux faire quelque chose pour les enfants qui n'ont pas de parents. Je veux chanter pour les aider. » J'étais stupéfait. Elle n'avait que 9 ans, mais son cœur était plus grand que tous les rêves que j'avais jamais eus. J'ai demandé, « Comment vas-tu faire ça ?» Elle a souri, a sorti son téléphone et a dit, « Je vais faire un streaming en direct, papa. Je vais chanter, et les gens pourront faire des dons. » Je ne suis pas un expert en technologie, mais je savais comment la soutenir. J'ai contacté Madame Dubois, qui nous a aidés à mettre en place un streaming en direct sur YouTube. Élise s'est assise devant mon vieil ordinateur dans un coin de notre salon, décoré de ses dessins, avec une couverture en guise de toile de fond. Elle chantait des chansons folkloriques à ses propres compositions. Sa voix, comme toujours, touchait le cœur des auditeurs. Les spectateurs ont commencé à faire des dons. D'abord quelques euros, puis des dizaines, puis des centaines. Je me suis assis à côté d'elle, regardant les chiffres grimper, incapable d'en croire mes yeux. En un seul streaming en direct, Élise a récolté plus de 10 000 euros. Elle tremblait de joie, me serrant fort. « Papa, nous l'avons fait. » À partir de là, Élise n'a pas arrêté. Elle a continué à faire des streamings en direct chaque semaine, chantant et partageant des histoires sur sa mère, sur Aulnay-sous-Bois, sur ses rêves. Dans chaque session, elle rappelait à son public, « Si vous le pouvez, s'il vous plaît, aidez les enfants orphelins pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. » Je n'avais jamais été aussi fier. Élise ne faisait pas que chanter. Elle utilisait sa voix pour changer des vies. Puis une plus grande opportunité s'est présentée. Un petit label de musique à Lille nous a contactés pour enregistrer l'une des chansons d'Élise. La chanson « La lumière dans l'obscurité » était sa propre composition écrite sur sa mère Léa et les jours où nous avons traversé notre deuil. Sorti en single numérique, il a grimpé dans les charts indépendants en quelques mois. Les redevances ont commencé à arriver, ainsi que des contrats de parrainage de marques locales désireuses de soutenir Élise. Elle a également remporté la première place dans un concours de talent à l'échelle de la région, remportant un prix total de 50 000 euros. Grâce au streaming en direct, aux redevances musicales, aux prix et au parrainage, Élise a récolté et gagné près de 500 000 euros, un chiffre auquel je, un fonctionnaire au salaire moyen, n'ai jamais osé rêver. Mais pour Élise, l'argent n'était pas le but. Elle a utilisé la majeure partie pour créer une œuvre de bienfaisance pour les enfants orphelins du Grand Est. Elle a personnellement visité des orphelinats, apportant des bonbons,
des livres et chantant pour les enfants. Chaque fois que je voyais Élise serrer ses enfants inconnus, je voyais l'esprit de Léa. Une femme qui a toujours vécu pour les autres. Mais je m'inquiétais aussi. Élise était encore si jeune et le monde n'est pas toujours gentil. J'avais peur que sa soudaine célébrité ne la blesse comme ma famille m'avait blessé. J'ai essayé de protéger Élise, mais elle avait une volonté plus forte que ce que je pouvais contenir. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, elle m'a regardé, la voix sérieuse. « Papa, je sais que grand-mère et grand-père ne m'aiment pas beaucoup, mais je veux toujours faire quelque chose pour eux. » J'ai figé. Le magasin de mes parents, l'étal d'Aulnay, avait des difficultés. J'avais entendu dire qu'ils avaient hypothéqué leur maison pour régler les dettes du magasin, mais je ne voulais pas qu'Élise s'implique. « Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, » ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Ils ont leur propre façon de faire. Mais Élise secoua la tête, les yeux résolus. Je veux leur offrir un cadeau de Noël. Je veux qu'ils sachent que je les aime. Je ne savais pas comment répondre. Mon cœur me faisait mal, pensant qu'Élise, une enfant de 10 ans, voulait toujours donner de l'amour à des gens qui ne l'avaient jamais traitée équitablement. Mais je ne l'ai pas arrêtée. Je savais que pour Élise, l'amour ne venait pas avec des conditions. Elle a passé des semaines à préparer le cadeau, un chèque de 50 000 € tiré de son fonds. Elle a dessiné à la main une carte avec une photo de notre famille sous les lumières de Noël, et a écrit une lettre. Merci, grand-mère et grand-père, d'avoir mis mon papa au monde. J'espère que ce cadeau vous aidera. J'ai lu la lettre, les larmes coulant. Je me demandais comment elle pouvait aimer si fort qu'en moi, son père, j'avais presque perdu la foi en ma propre famille. Mais je ne savais pas que ce cadeau et la célébration de Noël à venir deviendraient un tournant, une coupure plus profonde dans mon cœur et celui d'Élise. Tout ce que je savais à ce moment-là, en la regardant emballer soigneusement le cadeau, c'était la fierté mêlée à la peur. J'avais peur que le monde et ma famille ne la blessent à nouveau, tout comme ils m'avaient blessé. Noël à Aulnay-sous-Bois porte toujours un charme magique. Les rues sont recouvertes de neige blanche. Des lanternes scintillantes pendent aux lampadaires. Et l'odeur des crêpes flottait des maisons en bois. Mais cette année, mon cœur était lourd alors que je conduisais Élise chez mes parents où toute la famille Dubois se rassemblerait. Élise était assise à côté de moi, serrant un petit cadeau emballé dans du papier rouge contenant un chèque de 50 000 € qu'elle avait préparé. Elle portait la robe verte que Léa avait cousue, les cheveux attachés, son sourire aussi radieux que les lumières de Noël. « Papa, je pense que grand-mère et grand-père seront très surpris, » dit-elle, la voix débordant d'enthousiasme. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Au fond, je n'étais pas sûr que mes parents apprécieraient ce cadeau, mais je ne voulais pas éteindre sa foi. La maison de mes parents se trouvait au bout de la rue des Peupliers, une maison à 2 étages avec un toit de tuiles rouges et une clôture en bois délavé. Quand nous sommes entrés, l'odeur du sapin et du poulet rôti remplissait l'air. Toute la famille était là. Mes parents, Cédric et sa femme, Sophie, avec leurs 2 enfants, Léo et Emma. Béatrice, son mari, Marc, et leur jeune fils, Noah. Les enfants couraient dans le salon en riant et en jouant près du sapin de Noël scintillant. Ma mère, Juliette, était occupée dans la cuisine avec un plateau de biscuits tandis que mon père, François, était assis dans son fauteuil à regarder un match de football à la télévision. L'atmosphère était bruyante et animée, mais pour moi, elle était douloureusement familière, comme les jours de mon enfance, me tenant à l'écart de la joie de la famille. Élise courut pour serrer ses grands-parents, les yeux pétillants. « Joyeux Noël, grand-mère et grand-père » s'exclama-t-elle, en montrant le petit cadeau. Ma mère lui adressa un sourire à contre-cœur, prit la boîte et la posa sur la table parmi une pile d'autres cadeaux. « Merci, Élise, dit-elle, puis se tourna vers Béatrice pour lui demander des nouvelles de son récent voyage. Mon père tapota la tête d'Élise, disant « Bon travail, petite fille », avant de retourner à son jeu. Je suis resté là à regarder Élise essayer de cacher sa déception, et j'ai senti mon cœur se serrer. J'ai voulu dire quelque chose, mais je me suis retenu. C'était le jour d'Élise, et je ne voulais pas gâcher sa joie. Le dîner commença dans une conversation animée. La longue table à manger était dressée avec du poulet rôti, de la purée de pommes de terre et de la tarte aux pommes. Les jeunes enfants étaient assis à une extrémité, se disputant pour parler de leur nouveau jouet ou de leur film préféré. Élise était assise à côté de moi, mangeant tranquillement, mais j'ai remarqué qu'elle regardait le cadeau sur la table, comme si elle attendait le moment où ses grands-parents l'ouvriraient. J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré « Ça va arriver, ma chérie.
Élise a hoché la tête, mais j'ai pu dire que son sourire n'était pas aussi vif qu'à notre arrivée. Après le dîner, la famille s'est rassemblée autour du sapin de Noël pour l'échange de cadeaux, une tradition de la famille Dubois où chaque personne recevait un cadeau de mes parents, un geste destiné à montrer de l'amour. Mon père s'est levé avec sa présence habituelle et imposante et a commencé à appeler les noms des petits-enfants. Léo, l'aîné de Cédric, a reçu une toute nouvelle console de jeu et a crié de joie. Emma a reçu un vélo électrique rose, sautant pour serrer sa grand-mère. Noah, le fils de Béatrice, a reçu un énorme set de briques, souriant largement alors qu'il courait pour le montrer à sa mère. La pièce était remplie de rires, d'applaudissements et des regards fiers de mes parents. Puis ce fut le tour d'Élise. J'ai tenu sa main, sentant qu'elle tremblait légèrement d'anticipation, mais mon père a jeté un coup d'œil et s'est tourné vers ma mère. « Juliette, où est le cadeau d'Élise ?» Ma mère a hésité, puis a ri maladroitement. « Oh, Élise n'a pas besoin de cadeau, n'est-ce pas? Elle gagne de l'argent maintenant. Achète ce que tu veux. » La pièce est tombée dans le silence pendant un moment. Puis Léo, le fils de Cédric âgé de 12 ans, a éclaté de rire. « Oui, Élise est célèbre. Elle a probablement déjà acheté son propre cadeau. » Emma a ajouté, le ton moqueur. « Grand-mère et grand-père n'aiment pas les frimeurs, Élise. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Élise a serré ma main, toujours souriante, essayant de rester composée. « Ça va, papa ?» murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. Je voulais me lever pour dire quelque chose en sa défense, mais je me suis retenu, espérant que ça s'arrêterait là. Mais alors Emma, la fille de Cédric âgée de 8 ans, a soudainement attrapé une tasse de jus d'orange sur la table et l'a éclaboussée sur la robe d'Élise. « Grand-mère et grand-père disent que tu fais juste du spectacle pour les likes, » dit Emma, sa voix dégoulinant de malveillance. La pièce s'est figée. Élise s'est levée, sa robe trempée, les yeux écarquillés, non pas de colère, mais de douleur. J'ai vu des larmes briller dans ses yeux, mais elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle a attrapé sa propre tasse d'eau et l'a éclaboussée en retour sur Emma. De l'eau éclaboussant sa chemise. « Ne me parle pas comme ça. » La voix d'Élise tremblait, mais était résolue. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Mon père s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère. « Élise, que fais-tu ? » Enfant irrespectueuse, mal élevée, a-t-il vociféré en la désignant. Ma mère est intervenue, sa voix stridente. « Tu penses que l'argent te permet de faire ce que tu veux ? Où as-tu appris une telle insolence ? » Mon cœur a semblé s'arrêter. Élise est restée là, petite et vulnérable au milieu de la tempête de critiques, sa robe tachée de jus, les mains tremblantes. Cédric et Béatrice n'ont rien dit, se contentant de la regarder avec des yeux froids. Sophie, la femme de Cédric, a murmuré quelque chose à Béatrice, et elles ont toutes deux souri. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis levé, tirant Élise derrière moi. Assez, ai-je dit plus fort que je ne le voulais. La pièce s'est tournée pour me regarder, mais je m'en fichais. Je me suis approché de la table et j'ai saisi le petit cadeau qu'Élise avait préparé. Vous voulez tous savoir quel genre d'enfant est Élise. Ceci. J'ai ouvert la boîte, en est sorti le chèque de 50 000 €, et les tenues pour que tout le monde voie. C'est le cadeau qu'Élise voulait vous donner pour sauver le magasin, pour sauver cette maison. Elle y a passé des semaines, écrivant une lettre pour vous remercier d'avoir mis mon père au monde. Mais vous, maman, papa, vous tous, aucun de vous ne le mérite. La mâchoire de mon père s'est ouverte et ma mère est restée figée, se tenant la poitrine. Cédric et Béatrice ont échangé des regards, sans voix. J'ai regardé directement dans les yeux de mon père, les mots que j'avais gardés pendant des années s'échappant comme un flot. J'espérais qu'Élise obtiendrait ce que je n'ai jamais eu. L'amour, la reconnaissance de cette famille. Mais aujourd'hui, j'ai terminé. J'ai pris le chèque et je l'ai lentement déchiré en morceaux, les laissant tomber sur la table comme des fragments d'espoir brisés. Élise m'a tenu la main, les larmes coulant sur son visage, mais elle n'a rien dit. J'ai pris sa main et l'ai conduite hors de la pièce, laissant derrière moi des regards stupéfaits et un lourd silence. Quand nous sommes sortis, le vent froid d'Aulnay-sous-Bois nous a frappés, me faisant frissonner. Élise m'a serré dans ses bras, murmurant « Papa, je suis désolé ». Je me suis agenouillé, la serrant dans mes bras, mes larmes tombant dans ses cheveux. Non, ma chérie. C'est moi qui suis désolé. Je t'ai fait traverser ça. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis dans la nuit de Noël,
les lumières scintillantes de la ville n'approfondissant que ma douleur. Je savais qu'à partir de ce moment, tout changerait. Pas seulement pour Élise, mais pour moi aussi. J'ai conduit en silence, serrant fermement le volant, essayant de supprimer la colère et la douleur qui broyaient mon cœur. Élise était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, ses yeux toujours brillants de larmes. Sa robe verte, le dernier cadeau de Léa, était maintenant trempée de jus d'orange, une tache de la soirée horrible que nous venions de vivre. Je voulais dire quelque chose pour la réconforter, mais ma gorge était nouée. Les paroles de mes parents, d'Emma, de toute la famille résonnaient dans mon esprit. Je me demandais où j'avais mal tourné, ce que j'avais fait pour que Élise et moi subissions un tel traitement. Papa. La douce voix d'Élise a rompu mes pensées. Où allons-nous maintenant? Elle s'est tournée vers moi, son sourire faible, mais elle essayait. Je l'ai regardée, mon cœur fondant. Malgré la douleur qu'elle venait de subir, Élise essayait de me réconforter comme si elle était l'adulte et moi l'enfant, ayant besoin d'être rassurée. J'ai pris une profonde inspiration, forçant un sourire. Tu veux aller voir les décorations de Noël? Il y a une fête nocturne au centre-ville ce soir. Les yeux d'Élise se sont illuminés, même si ce n'était qu'un peu. Oui, j'adorerais ça. Elle a hoché la tête, sa voix douce mais avide. J'ai tourné la voiture vers le centre-ville d'Aulnay-sous-Bois, où se tenait chaque année la foire d'hiver. C'était un petit coin de la ville avec une grande roue scintillante, des étals vendant des crêpes et du chocolat chaud, et une petite patinoire où les enfants riaient et criaient. La nuit de Noël, la foire était toujours animée, remplie de lumières colorées et du son de cloches de Noël jouant depuis des haut-parleurs. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère animée a allégé une partie de la douleur dans mon cœur. Élise a attrapé ma main, me tirant vers un étal de barbe à papa. « Papa, prends-m'en une rose, dit-elle, désignant les bâtons de barbe à papa vibrants et floconneux. J'ai souri, j'ai sorti mon portefeuille et j'en ai acheté 2. Une rose pour Élise, une bleue pour moi. Nous nous sommes assis sur un banc en bois en mangeant notre barbe à papa et en regardant les gens passer. D'autres familles riaient. Des enfants couraient partout, et quelque part à proximité, un groupe d'adolescents chantait Une douce nuit près du grand sapin de Noël au centre de la place. Élise a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré « Noël est toujours amusant, n'est-ce pas, papa ?» J'ai caressé ses cheveux et j'ai hoché la tête, « C'est ça, ma chérie. Tant que nous avons l'un l'autre, Noël sera toujours amusant. » Mais au fond, je ressentais un vide. Je voulais que cette soirée soit spéciale pour Élise, qu'elle efface ce qui venait de se passer. Je voulais qu'elle sache que même si la famille Dubois lui tournait le dos, je serais toujours là, son roc. J'ai quelque chose à te dire, ai-je dit, me levant et prenant la main d'Élise. Viens avec moi dans la voiture une seconde. Elle m'a regardé, curieuse, mais obéissante, et m'a suivi. Nous avons marché devant les étals lumineux, le son des rires s'estompant, ne laissant que le vent froid et le reflet des lumières sur la neige. Près de la voiture, j'ai ouvert le coffre et sorti une petite boîte enveloppée dans du papier argenté scintillant, noué avec un ruban rouge. J'avais préparé ce cadeau il y a des semaines, le cachant pour surprendre Élise. C'est ton cadeau de Noël de ma part, ai-je dit, plaçant la boîte entre ses mains. Les yeux d'Élise se sont agrandis, ses lèvres tremblant légèrement. Papa, tu m'as acheté ça, dit-elle. Elle a soigneusement déballé le papier comme si elle avait peur de l'abîmer. À l'intérieur se trouvait un petit microphone en argent gravé des mots « Élise, ma lumière ». Je l'avais fait faire sur mesure par un artisan de Lille, voulant lui offrir quelque chose de spécial pour encourager son talent. Tu es une chanteuse incroyable, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion. Mais plus que ça, tu es ma lumière, Élise. Peu importe ce que le monde te réserve, je veux que tu te souviennes toujours de ça. Élise m'a jeté ses bras autour de moi, ses larmes trempant mon manteau. Je t'aime, papa, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant. Je n'ai besoin de rien d'autre, juste de toi. Je l'ai tenue fermement, sentant sa petite chaleur contre le froid de la nuit d'hiver. À ce moment-là, toute la douleur du rassemblement familial a fondu. C'était juste moi et Élise, 2 cœurs blessés se retrouvant dans l'autre. Nous sommes retournés à la foire, Élise serrant son nouveau microphone, chantant doucement un cantique de Noël. Quelques passants se sont arrêtés en souriant, et j'ai vu de la fierté dans leurs yeux, quelque chose que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Alors que nous nous tenions près de la patinoire, regardant les enfants tournoyer sous les lumières, j'ai su que même si la nuit avait commencé par la douleur, elle se terminerait par l'amour. L'amour entre moi et Élise, que personne ne pouvait nous enlever.
Quand nous sommes rentrés, il était tard. La neige tombait doucement, drapant les rues tranquilles d'Aulnay-sous-Bois d'un délicat voile blanc. Élise s'était endormie dans la voiture, serrant le microphone en argent que je lui avais donné comme un trésor. Je l'ai porté à l'intérieur, l'ai posé sur le lit et l'ai bordé. En regardant son visage paisible, j'ai fait un vœu silencieux. Désormais, je ne laisserai personne la blesser. Ni ma famille, ni le monde extérieur. C'était juste moi et Élise, nous deux contre tout. Dans les jours qui suivirent, j'ai essayé de maintenir la vie calme pour nous. J'ai pris quelques jours de congé du bureau municipal, disant que j'avais besoin de temps pour régler des affaires familiales. En vérité, je ne voulais affronter personne à Aulnay-sous-Bois, où les commérages se propageaient plus vite que les vents de la Seine. Je savais que l'histoire du dîner de Noël, le chèque déchiré, circulait déjà dans la ville. La vieille dame à l'étal de crêpes me regardait avec pitié quand je passais. Le livreur au supermarché a demandé directement, « Nathanaël, j'ai entendu dire que tu t'étais beaucoup disputé avec tes parents. » J'ai souri faiblement, secoué la tête et je n'ai pas expliqué. J'étais trop fatigué de me justifier. Élise, contrairement à moi, semblait imperturbable par ce qui s'était passé. Ou du moins, elle ne me laissait pas voir sa douleur. Chaque matin, elle se levait tôt, s'asseyait à la table de la cuisine avec une tasse de lait chaud, mangeait des toasts et dessinait de nouveaux dessins. Un jour, je l'ai vue dessiner une image de deux personnes debout près de la Seine, main dans la main, avec un coucher de soleil rouge flamboyant derrière elle. « C'est toi et moi, dit-elle, son sourire éclatant. Nous n'avons besoin de personne d'autre, n'est-ce pas, papa ? » J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je savais qu'elle cachait sa tristesse. J'ai remarqué comment elle évitait de mentionner ses grands-parents, comment elle pliait soigneusement la lettre de Noël non ouverte et la glissait dans un tiroir comme un souvenir douloureux. J'ai décidé que nous devions nous concentrer sur ce qui comptait vraiment. Élise et ses rêves. Sa voix n'était pas seulement un talent. C'était sa façon de guérir, de trouver la joie au milieu de la douleur. J'ai commencé à me renseigner sur l'industrie musicale, quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. J'ai lu des articles en ligne, contacté Madame Dubois, la professeure de musique d'Élise, et j'ai même appelé le label de musique de Lille pour me renseigner sur les opportunités pour elle. Je ne voulais pas qu'Élise soit entraînée dans la machine commerciale, mais je voulais qu'elle ait une chance de briller d'une manière qu'elle méritait. Un après-midi, je me suis assis avec Élise et j'ai demandé, « Ma chérie, veux-tu continuer à chanter ? Je veux dire, le faire plus sérieusement, comme une vraie chanteuse. » Ses yeux se sont illuminés. « Oui, papa, mais je ne veux pas chanter juste pour être célèbre. Je veux chanter pour aider les gens, comme je l'ai fait avec la charité. » J'ai souri, la fierté m'étranglant. « Alors nous le ferons, mais à ta manière, ai-je dit. Je vais t'aider. » J'ai commencé à apprendre la gestion des talents. Avec l'argent qu'Élise avait gagné grâce au streaming en direct, aux redevances musicales et au parrainage, j'ai décidé de créer une petite entreprise pour gérer son contenu et ses finances. Je l'ai nommée La Lumière dans l'obscurité d'après la chanson qu'elle avait écrite pour sa mère. Je n'étais pas un expert, mais j'ai appris chaque jour comment gérer des comptes bancaires, négocier avec des sponsors et protéger les droits d'Élise. J'ai embauché un vieil ami, Thomas Dubois, un comptable à Aulnay-sous-Bois, pour gérer les chiffres. J'ai également contacté un avocat à Lille pour m'assurer que tous les contrats d'Élise étaient justes. Je voulais qu'elle soit protégée non seulement du monde extérieur, mais aussi du type de douleur que j'avais enduré. Pendant ce temps, Élise continuait de créer. Elle passait des heures dans sa chambre avec un crayon et un carnet à écrire de nouvelles chansons. Un jour, elle m'a montré une chanson intitulée « Au morceau brisé ». Quand elle me l'a chantée, j'ai à peine pu respirer. La chanson racontait l'histoire d'une fille qui essayait de réparer les fragments de sa famille pour réaliser que parfois, un cœur intact suffit. « C'est à propos de nous, papa, dit-elle doucement. » Je l'ai serrée dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Je savais que la chanson ne parlait pas seulement du réveillon de Noël. Elle parlait de toutes les années où nous avions lutté pour être aimés. Au-delà de l'écriture de chansons, Élise a poursuivi son travail de bienfaisance. Elle a continué à organiser des streamings en direct pour collecter des fonds pour les enfants orphelins. Une organisation caritative du Grand L a invité à un événement de collecte de fonds à Strasbourg. Je l'ai emmené et quand elle est montée sur scène en chantant La Lumière dans l'obscurité devant des centaines de personnes, la salle est tombée dans le silence, puis a éclaté en applaudissements. Une femme âgée dans le public m'a pris la main et a dit « Vous avez tellement de chance d'avoir une fille comme elle. » J'ai hoché la tête, sans voix,
car je savais qu'elle avait raison. Élise était la plus grande bénédiction de ma vie. Mais les choses n'étaient pas toujours faciles. Ma famille a recommencé à me contacter. Un matin, ma mère a appelé. J'ai hésité mais j'ai répondu. Sa voix tremblait, manquant de sa confiance habituelle. Nathanaël, je suis désolé pour le réveillon de Noël. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si loin. Je suis resté silencieux, attendant, elle a continué. Élise est une bonne fille. J'espère juste que tu ne diras rien en ligne. Ne déshonore pas la famille. J'ai ri, pas de joie, mais d'amertume. Maman, Élise et moi n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour déshonorer cette famille. Vous l'avez fait vous-même. J'ai raccroché, le cœur battant. J'en avais fini avec les excuses superficielles. Quelques jours plus tard, Cédric a envoyé un SMS, Nathanaël, si grand-mère et grand-père intéressent toujours Élise, demande-lui de transférer un peu d'argent pour aider le magasin. Tu sais à quel point les choses sont difficiles. J'ai lu le message, ma main serrant le téléphone. J'ai voulu crier pour demander pourquoi il osait demander après tout ça. Au lieu de cela, j'ai répondu brièvement. J'ai assez payé pour garder une place dans une famille qui ne m'a jamais voulu. Puis j'ai bloqué son numéro. Je ne voulais plus personne de cette famille dans nos vies. Élise, cependant, a gardé son cœur généreux. Un soir au dîner, elle a demandé, « Papa, est-ce que grand-mère et grand-père vont bien ?» J'ai hésité, ne voulant pas mentir, mais ne voulant pas non plus la contrarier. Je ne sais pas, ma chérie, mais je pense qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu une étincelle de tristesse dans ses yeux. Je savais qu'elle les aimait toujours malgré leur indignité. J'espérais seulement qu'avec le temps, elle apprendrait à s'aimer encore plus elle-même. Dans les mois qui ont suivi, nos vies se sont calmées. Élise a commencé l'école à distance pour avoir plus de temps pour la musique et la charité. J'ai travaillé davantage à distance, passant du temps avec elle. Nous avons transformé notre petite maison en un endroit rempli de musique et de rire. Chaque soir, Élise chantait pour moi et je lui racontais des histoires sur sa mère, Léa. Comment elle peignait des champs de fleurs sauvages. Comment elle riait quand le vent ébouriffait ses cheveux. Je voulais qu'Élise grandisse avec des souvenirs de sa mère, avec l'amour que Léa avait laissé derrière elle. J'ai aussi appris à être le père d'une talentueuse. Je n'étais plus seulement Nathanaël, le greffier timide vivant dans l'ombre de sa famille. J'étais le papa d'Élise, le père d'une fille qui utilisait sa voix pour changer le monde. J'ai appris à négocier avec les organisateurs d'événements, à protéger son image en ligne et à l'aider à équilibrer ses rêves avec son enfance. Certaines nuits, je veillais, inquiet de ne pas être assez bon pour la guider. Mais chaque fois que je voyais son sourire, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous. Élise et moi, deux pièces imparfaites, nous nous sommes trouvés dans nos moments les plus sombres. Et je savais que quoi que l'avenir nous réserve, nous le ferions face ensemble avec un amour et une foi que personne ne pourrait briser. Cet hiver s'est passé dans des jours paisibles mais significatifs. Aulnay-sous-Bois est restée recouverte de neige. La Seine scintillait sous un faible soleil, mais dans notre petite maison, l'atmosphère était plus chaleureuse que jamais. Élise continuait de composer ses nouvelles mélodies comme des rayons de soleil perçant les jours froids. Je suis resté occupé avec notre petite entreprise, La Lumière dans l'obscurité, gérant les projets musicaux et caritatifs d'Élise. Nos vies tournaient désormais autour des streamings en direct, des voyages dans les centres caritatifs et des soirées au coin du feu où Élise chantait pour moi, et je partageais des histoires sur sa mère, Léa. Mais au fond, je savais que le monde attendait Élise. Et je devais la préparer à entrer sous les feux de la rampe. Pas seulement en tant que fille talentueuse d'Aulnay-sous-Bois, mais en tant que véritable voix. Une grande opportunité est arrivée un matin de début de printemps lorsque j'ai reçu un email d'une organisation culturelle à Washington D.C. Ils invitaient Élise à se produire à la cérémonie nationale d'illumination de l'arbre, un événement télévisé à l'échelle nationale. J'ai lu l'email à plusieurs reprises, incapable de croire mes yeux. Élise, ma fille de 10 ans choisie pour chanter devant des millions de personnes. Je l'ai appelée depuis la pièce voisine, ma voix tremblant. Élise, viens ici. J'ai une grande nouvelle. Élise est entrée en courant, sa queue de cheval rebondissant, ses mains tachées d'encre de son carnet de chansons. Qu'est-ce que c'est, papa, demanda-t-elle, les yeux pétillants. Je lui ai montré l'email sur mon ordinateur portable. Elle l'a parcouru, puis a poussé un cri, sautant dans mes bras. Papa, pour de vrai ?
Je vais chanter à Washington, D.C. J'ai ri, j'ai hoché la tête, mais intérieurement, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'inquiétude. C'était une scène énorme, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais fait. J'avais peur que la pression ne la submerge, mais en voyant ses yeux radieux, j'ai su qu'elle était prête. Nous avons commencé à nous préparer immédiatement. Élise a choisi La lumière dans l'obscurité, la chanson qu'elle avait écrite pour Léa pour l'interpréter. Je veux que les gens entendent celle-ci, papa, dit-elle, sa voix sérieuse. Je veux qu'ils sachent qu'il y a toujours de la lumière quelque part, quoi qu'il arrive. J'ai hoché la tête, sans voix, mais débordant de fierté intérieure. J'ai contacté le label de musique de Lille pour réenregistrer la chanson avec un orchestre professionnel. J'ai également embauché une styliste locale pour concevoir une nouvelle robe pour Élise, bleue comme la scène avec des broderies délicates rappelant les fleurs sauvages qu'elle aimait. Dans les semaines précédant l'événement, Élise s'est entraînée sans relâche. Elle se tenait devant le miroir du salon, serrant le microphone en argent que je lui avais donné la veille de Noël, chantant chaque ligne, chaque note encore et encore. Je me suis assis sur le canapé, travaillant sur mon ordinateur portable, mais m'arrêtant parfois pour essuyer des larmes. La voix d'Élise n'était pas seulement belle. Elle portait notre histoire, notre douleur, notre perte et l'espoir que nous avions construit à partir des cendres. Madame Dubois, sa professeure de musique, est venue quelquefois pour aider, s'exclamant « Nathanaël, je n'ai jamais vu une enfant comme Élise. Elle ne chante pas seulement. Elle raconte des histoires avec son cœur. » Le jour de notre départ pour Washington, D.C., nous avons pris l'avion depuis le petit aéroport de Rouen. C'était le premier vol d'Élise, et elle a pressé son visage contre la fenêtre, criant à la vue des nuages blancs et moelleux comme de la barbe à papa. J'ai tenu sa main, cachant mes nerfs. Une scène nationale n'était pas comme les streamings en direct dans notre salon ou les événements caritatifs à Strasbourg. C'était là que toute l'Amérique verrait Élise, et j'avais peur qu'une petite erreur ne la blesse. Mais Élise ne s'est pas inquiétée. Elle a juste souri et a dit « Papa, tant que je chante avec mon cœur, les gens comprendront. » Quand nous sommes arrivés à Washington, D.C., la ville scintillait de l'esprit de Noël. Le gigantesque sapin devant la Maison Blanche était orné de milliers de lumières, et les rues étaient remplies de familles, d'enfants et de touristes affluents pour voir la cérémonie d'illumination de l'arbre. Élise a été emmenée à une brève conférence de presse avant l'événement. Je me tenais dans un coin, la regardant répondre aux questions des journalistes avec une confiance que je n'avais pas anticipée. Un journaliste de CNN a demandé « Élise, tu n'as que 10 ans, mais tu as récolté des centaines de milliers pour les enfants orphelins. Qu'est-ce qui te pousse à faire des choses aussi importantes ?» Élise a souri, ses yeux brillants mais profonds. Je pense que quand on perd quelqu'un d'important, on apprend à chérir ce qui reste. Je veux que les enfants comme moi sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ces mots simples mais puissants se sont rapidement propagés. En quelques heures, des publications sur les réseaux sociaux la citaient. La fille de 10 ans au cœur d'or, l'appelait un tweet. Un extrait de la conférence de presse postée sur YouTube a accumulé des millions de vues en une journée. J'ai regardé ma petite mais puissante fille et je me suis demandé comment une enfant de 10 ans pouvait toucher le cœur du monde. La nuit de la performance est arrivée et je me tenais sous la scène dans une foule de milliers de personnes. Élise dans sa robe bleue, ses cheveux lâchement attachés, est montée sur scène avec son microphone en argent scintillant. Alors que le projecteur l'a frappée, mon cœur a semblé s'arrêter. Elle a souri à la foule et a commencé à chanter. Sa voix résonnait, claire et pleine d'émotion, comme une brise portant douleur et espoir. La lumière dans l'obscurité n'était pas seulement une chanson. C'était notre histoire. L'histoire de Léa. L'histoire des jours où nous avons lutté pour nous relever. Le public est tombé dans le silence, puis a éclaté en applaudissements quand elle a terminé. J'ai vu des gens autour de moi essuyer leurs larmes, et je n'ai pas pu retenir les miennes. J'ai applaudi, crié son nom, plus fier que jamais. Après la performance, Élise a été invitée à une interview en direct sur une chaîne de télévision nationale. Je me tenais dans les coulisses, la regardant s'asseoir devant les caméras, toujours avec ce sourire radieux. L'animateur a demandé « Élise, quel message avez-vous pour tout le monde qui vous regarde ce soir ?» Elle a réfléchi un moment, puis a dit, sa voix claire et forte. « J'espère que les enfants comme moi n'auront pas à utiliser l'argent pour acheter l'amour. Le véritable amour, c'est ce que vous donnez, et il vous retrouvera. » Ces mots étaient comme une pierre jetée dans un lac calme, envoyant des ondulations loin et larges. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux ont commencé à la citer.
La fille de 10 ans qui enseigne au monde l'amour, disait un titre du Le Monde. Je me tenais là à la regarder, réalisant qu'Élise n'était pas seulement ma lumière. Elle devenait une lumière pour des millions de personnes. Mais la célébrité a apporté des défis. Après l'événement, les offres de performance, de parrainage et d'interview ont afflué. J'ai travaillé en double pour filtrer ce qui était vraiment bon pour Élise, la protégeant de ceux qui exploiteraient son talent. Une fois, une grande entreprise a offert un contrat exclusif, mais j'ai refusé lorsque j'ai appris qu'il voulait la surcharger de travail. Élise est ma fille avant d'être chanteuse, leur ai-je dit fermement. Je ne la laisserai pas perdre son enfance. Élise, cependant, est restée innocente. Elle a continué à écrire des chansons, à faire des streamings en direct et à aider les enfants orphelins. Un soir, dans notre salon, elle a dit de manière inattendue, « Papa, je pense que maman nous regarde. » Elle serait tellement fière, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, les larmes coulant à nouveau. Ta mère est toujours fière de toi, Élise. Et moi aussi. Pendant qu'Élise brillait, je changeais aussi. Je n'étais plus Nathanaël Dubois, le greffier timide vivant dans l'ombre de sa famille. J'étais le papa d'Élise, apprenant à la guider à travers un vaste monde tout en protégeant son cœur tendre. Je savais que ce voyage ne serait pas facile, mais à chaque étape, Élise et moi construisions une nouvelle famille. Juste nous deux, mais remplis d'amour et de sens. 6 mois passèrent et le printemps arriva à Aulnay-sous-Bois comme une brise fraîche, apportant chaleur et nouveaux bourgeons aux érables bordant les rues. Élise est restée occupée avec ses streamings en direct et son écriture de chansons, tandis que je continuais de gérer la lumière dans l'obscurité, la petite entreprise que j'avais créée pour gérer son talent. Notre vie, bien que pas parfaite, avait trouvé son propre rythme. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Un après-midi d'avril, alors que je consultais mes emails dans le salon, la sonnette retentit. Élise était à l'étage, chantant doucement une nouvelle chanson, alors je me suis levé pour répondre à la porte, non préparé à ce qui allait arriver. Debout là se trouvaient mes parents, François et Juliette Dubois. Mon père, habituellement si imposant, semblait plus âgé, les épaules légèrement voûtées, ses cheveux striés de plus de gris. Ma mère serrait fermement son vieux sac à main, les yeux inquiets, manquant la confiance qu'elle avait toujours derrière le comptoir de l'étal d'Aulnay. Je suis resté figé, incertain de quoi dire. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était le réveillon de Noël, quand j'ai déchiré le chèque de 50 000 € qu'Élise avait préparé pour eux. Depuis lors, je n'avais pas pris contact, et eux non plus. Jusqu'à maintenant. Nathanaël, dit ma mère, la voix tremblante. Pouvons-nous parler? J'ai hoché la tête, même si je ne voulais pas. Je les ai conduits dans le salon, leur offrant un siège sur notre canapé usé. Élise était toujours à l'étage, son chant faiblement audible à travers la porte entr'ouverte. Je ne l'ai pas appelée. Je voulais la protéger de toute autre douleur. Mon père s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil autour de notre petite pièce où les dessins d'Élise étaient accrochés au mur aux côtés d'une vieille photo de famille avec Léa. Nathanaël, nous savons que Noël était de notre faute, commença-t-il, sa voix basse. Nous n'avons pas été juste avec toi ou Élise, mais le magasin est en difficulté. De grosses difficultés. Ma mère intervint, les yeux rouges. Nous avons hypothéqué la maison, mais la banque dit que ce n'est pas suffisant. Si nous n'obtenons pas d'argent, l'étal d'Aulnay fermera. Nathanaël, tu sais que ce magasin est le travail de toute une vie. Je me suis assis là à écouter, mais une tempête faisait rage en moi. Je me suis souvenu de mon enfance dans ce magasin, nettoyant les étagères, vérifiant l'inventaire, étant réprimandé comme manquant d'ambition. Je me suis rappelé leur indifférence quand Élise leur apportait ses dessins, les mots cruels d'Emma le soir de Noël. Et j'ai pensé au chèque de 50 000 €, le cadeau dans lequel Élise avait versé son cœur, seulement pour être rejetée. Que voulez-vous? J'ai demandé, ma voix plus froide que je ne le voulais. Ma mère a hésité, puis a dit, nous avons entendu dire qu'Élise gagnait beaucoup d'argent grâce à son chant et à ses streamings en direct. Si toi et Élise pouviez aider juste un peu à sauver le magasin, ajouta mon père, la voix enrouée. Nous ne demandons pas grand-chose, Nathanaël. Juste assez pour payer la banque. Elle est si célèbre maintenant. Ce ne serait pas difficile, n'est-ce pas? Je les ai regardés, les deux personnes qui m'ont élevé, mais qui m'ont aussi fait sentir que je n'étais jamais assez bien. J'ai pensé à Élise, qui avait essayé de réparer les fissures de cette famille avec son amour, seulement pour être blessée. Maman, papa, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable.
Élise a déjà essayé d'aider. Elle a passé des semaines à préparer ce cadeau pour vous, mais vous n'en avez pas voulu. Maintenant, elle n'a plus rien à donner, et moi non plus. Ma mère a éclaté en larmes, couvrant son visage de mains tremblantes. Nathanaël, comment peux-tu dire ça? Nous sommes une famille. Mon père a claqué sa main sur la table, sa voix en colère. Pourquoi gardes-tu cet argent? Pour te montrer? Ce magasin est l'héritage de cette famille, pas seulement le nôtre. Je me suis levé, incapable de me retenir plus longtemps. L'héritage? L'héritage où j'ai été crié, dénigré toute ma vie, où votre petite fille a été humiliée parce qu'elle voulait t'aider. Élise et moi avons assez payé pour cette famille. J'ai ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Rentrez chez vous. Je n'ai plus rien à donner. Ma mère sanglotait, mais mon père me lança un regard furieux, ses yeux remplis de déception, puis la tira. Alors que la porte se fermait, je suis resté là, le cœur battant, ressentant à la fois le soulagement et la douleur. Élise est apparue à l'escalier, les yeux inquiets. « Papa, est-ce que grand-mère et grand-père étaient là ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête, la serrant dans mes bras. « Ils étaient là, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé. » Je n'ai pas raconté les détails à Élise, ne voulant pas qu'elle sache que ses grands-parents étaient venus demander de l'argent. Je l'ai simplement tenue, sentant sa petite chaleur, et je me suis dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Élise n'avait plus besoin de porter le fardeau des Dubois. Elle méritait d'être libre de vivre pour elle-même. 3 mois plus tard, la nouvelle est arrivée. L'étal d'Aulnay, la supérette qui était autrefois la fierté de mes parents, a officiellement fermé. J'ai entendu les commérages au supermarché, au café. La banque avait saisi, et mes parents avaient vendu la maison de la rue des Peupliers pour régler leurs dettes. Une partie de moi a ressenti une pointe de tristesse. C'est là que j'avais grandi, où j'avais autrefois espéré être aimé. Mais une plus grande partie a ressenti un soulagement. Ce magasin, avec tous ses souvenirs douloureux, n'était plus un fardeau pour moi ou pour Élise. Je n'ai pas contacté mes parents après cette visite. Cédric et Béatrice non plus, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent. Élise, comme toujours, a gardé son cœur généreux. Un jour, elle a demandé, « Papa, si grand-mère et grand-père ont besoin d'aide, devrions-nous faire quelque chose ?» Je l'ai regardée, souriant tristement. « Ma chérie, parfois aider, ce n'est pas donner de l'argent. Parfois, c'est laisser les gens se confronter à eux-mêmes. Toi et moi avons fait assez. » Élise a hoché la tête, mais je savais qu'elle pensait toujours à eux. J'espérais qu'avec le temps, elle apprendrait que l'amour n'est pas quelque chose que l'on achète avec de l'argent ou par sacrifice. Pour Élise et moi, nous avions trouvé le véritable amour dans nos soirées à chanter ensemble, dans ces dessins accrochés autour de la maison, dans la façon dont nous nous tenions la main pendant les jours difficiles. C'était la famille dont j'avais toujours rêvé. Et maintenant, elle était la nôtre. Le temps passa et notre petite maison à Aulnay-sous-Bois devint un havre de lumière. Même si le ciel restait froid et que la Seine rugissait par temps venteux, Élise, maintenant âgée de 12 ans, brillait de plus en plus chaque jour. Sa voix ne remplissait pas seulement notre salon. Elle résonnait sur de plus grandes scènes dans des streamings en direct regardés par des millions de personnes et dans les cœurs des enfants orphelins qu'elle aidait. Moi, Nathanaël Dubois, n'étais plus le greffier timide. J'étais le papa d'Élise, le gardien de ses rêves, et par-dessus tout, son compagnon dans ce voyage à travers la vie. Notre maison était maintenant une toile vibrante d'amour et de créativité. Les murs du salon étaient ornés des dessins d'Élise, de champs de fleurs sauvages, de couchers de soleil au bord du fleuve et de portraits de sa mère, Léa, créés de mémoire et d'amour. Dans un coin, j'ai installé une petite étagère pour nos souvenirs précieux. Le microphone en argent gravé Élise, ma lumière, la carte de Noël qu'Élise avait faite pour ses grands-parents qu'ils n'ont jamais ouverte, et une vieille photo de famille de l'époque où Léa était encore avec nous, souriant radieusement sous le soleil d'été. Chaque fois que je regardais ces souvenirs, mon cœur me faisait mal et se réchauffait à la fois. Mal pour ce que nous avions perdu, mais réchauffé par ce que nous avions construit. Élise continuait de composer, chaque chanson étant un morceau de notre histoire. Un soir, elle a partagé une nouvelle chanson intitulée « Un foyer dans mon cœur ». Pendant qu'elle chantait, sa voix claire et pleine d'émotion, je nous voyais. 2 personnes, l'une grande, l'autre petite, se tenant la main pendant les jours difficiles, trouvant un vrai foyer, pas dans 4 murs, mais dans notre amour mutuel. C'est à propos de nous, papa, dit Élise, les yeux pétillants.
Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Ma chérie, je ne pourrais pas être plus fier. Notre entreprise, La Lumière dans l'Obscurité, a grandi régulièrement. D'une petite idée pour gérer le talent d'Élise. Elle est devenue une plateforme reliant les jeunes artistes à des œuvres de bienfaisance. Élise ne faisait pas que chanter. Elle inspirait les autres, des enfants orphelins du Grand et aux adolescents de toute la France, à croire qu'ils pouvaient faire une différence. J'ai appris à négocier avec des sponsors, à travailler avec de grandes organisations et à protéger l'image d'Élise contre des contrats injustes. Certains jours, j'étais épuisé, travaillant tard dans la nuit sur mon ordinateur portable. Mais chaque fois que j'entendais Élise chanter ou que je voyais son sourire, je savais que cela en valait la peine. Notre vie n'était pas toujours facile. La célébrité d'Élise apportait de la pression. Des offres de performance infinies, des articles de presse occasionnellement déformés, et des regards curieux des habitants d'Aulnay-sous-Bois. Mais nous avons appris à gérer. Nous avons fixé des limites claires. Élise ne se produisait que lorsqu'elle le voulait vraiment, et j'étais toujours là sous la scène ou dans les coulisses, m'assurant qu'elle ne se sentait jamais seule. J'ai aussi veillé à ce qu'elle ait toujours une enfance. Patinage sur glace à la patinoire municipale, manger de la barbe à papa au bord du fleuve, et regarder des dessins animés avec moi sur le canapé. La famille Dubois, autrefois le centre de mon monde, est devenue un lointain souvenir. Après la visite de mes parents pour demander de l'aide financière, je n'ai plus eu de leurs nouvelles. L'étal d'Aulnay avait fermé, et j'ai appris qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement à la périphérie de Lyon. Cédric et Béatrice apparaissaient occasionnellement sur les réseaux sociaux, exhibant leur vie, mais aucun ne nous a contactés. Je ne leur en voulais pas, mais je n'attendais plus rien d'eux non plus. Élise, avec son cœur généreux, mentionnait parfois ses grands-parents. « Papa, j'espère que grand-mère et grand-père vont bien », dit-elle un jour alors que nous marchions près du fleuve. J'ai hoché la tête, lui serrant plus fort la main. « J'espère aussi, ma chérie. Mais nous avons maintenant, et c'est ce qui compte le plus. » En repensant à notre parcours, j'ai réalisé qu'il m'avait appris plus que n'importe quelle leçon de vie jamais apprise. J'avais autrefois pensé que l'amour familial était quelque chose pour lequel il fallait se battre, que je devais prouver ma valeur pour être valorisé. Mais Élise m'a montré le contraire. Le véritable amour n'a pas besoin de conditions ni de sacrifices. C'est quelque chose que vous donnez. Et quand vous trouvez des gens qui l'apprécient, vous avez une famille, même si ce n'est que deux, comme Élise et moi. Si je pouvais envoyer un message à quiconque se sent négligé ou oublié, je dirais que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour être aimé. Parfois, la famille n'est pas le sang. Ce sont les gens qui vous tiennent la main pendant les jours difficiles, qui vous voient comme une lumière même quand vous ne pouvez pas la voir en vous-même. Trouvez ces personnes et tenez-les serrées. Et si vous ne les avez pas encore trouvées, continuez à marcher car votre lumière vous mènera au bon endroit. Pour Élise, je veux qu'elle grandisse en sachant que son talent n'est pas seulement sa voix, mais son cœur immense. Ma chérie, lui ai-je dit un soir au coin du feu. Je ne peux pas te promettre le monde, mais je te promets que je serai toujours là pour t'encourager, peu importe jusqu'où tu iras. Élise a souri, me serrant dans ses bras. Je n'ai pas besoin du monde, papa. J'ai juste besoin de toi. Notre vie a continué avec de nouvelles chansons, de nouveaux voyages et de nouveaux rêves. J'ai joué un foyer dans mon cœur d'Élise, me suis enfoncé dans le canapé et j'ai regardé le dessin sur le mur. Mon regard s'est attardé sur l'image de nous, main dans la main sous les lumières de Noël. Elle a donné son cœur, ai-je murmuré pour moi-même. Mais ils ont choisi de le refuser, et j'ai enfin appris à le garder dans le mien sans avoir besoin de l'approbation de personne.